Tout est politique. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de notre émission. Notre invité cette semaine, Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, professeur à la Paris Business School et à Sciences Po. Frédéric Ancel, aujourd'hui, Israël a 67 ans et 67 ans après, son existence est toujours contestée. Jusqu'à quand ? Oh, ce sera encore le cas pendant très très longtemps. Alors son existence est contestée, mais elle n'est pas contestable dans les faits. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant et le plus important. Je veux dire par là que les rapports de force proches et moyen-orientaux, en tout cas à ce jour, lui sont très favorables. Et Israël a réussi depuis 67 ans à conquérir pratiquement toutes ces frontières au sens américain du terme, au sens des années 60. C'est-à-dire que sur le plan humain, institutionnel, technologique, nous avons des progrès extraordinaires sur le plan économique, puis évidemment, même sur le plan diplomatique, manque bien évidemment la paix avec certains de ses voisins, parce que pour la Jordanie et l'Égypte, c'est fait. Donc je dirais que c'est encore contesté par un certain nombre de pays, pas beaucoup, une dizaine de pays sur 194. Ah oui, c'est une dizaine de pays qui ne reconnaissent pas aujourd'hui Israël sur 194. 194 à l'ONU, oui, c'est ça. Voilà, l'ONU, donc c'est pas beaucoup. Donc la situation est meilleure que ces dernières décennies. Alors, les accords d'Oslo de 93 se sont évanouis, si on peut dire ainsi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, selon vous, un ou des interlocuteurs pour le processus de paix avec les Palestiniens? On ne va pas négocier avec le Hamas, c'est un groupe terroriste. Mahmoud Abbas, pas Mahmoud Abbas, c'est la question qu'on se pose, on tourne en rond. Ouais, avec qui va-t-on négocier? L'interlocuteur officiel, c'est évidemment Mahmoud Abbas. Pourquoi? Parce que c'est le président légal et légitime de l'autorité palestinienne. La communauté internationale, dans son ensemble, le reconnaît comme tel, et par conséquent, c'est évidemment avec cette autorité palestinienne qu'il faut négocier, et qu'Israël, d'ailleurs, très officiellement, a négocié à plusieurs reprises. Évidemment, vous avez raison de le rappeler en 93, mais également en 2007, à Annapolis. Donc il y a eu plusieurs vrais processus de négociation. Malheureusement, pour l'instant, c'est en panne, mais il n'y a pas d'autres interlocuteurs. Parce que vous avez raison de rappeler qu'avec le Hamas qui joue systématiquement la politique du pire, fondamentalement, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il est encore fiable, ce Mahmoud Abbas? Parce qu'un jour, il dit blanc, le lendemain, il dit noir, un jour, il se rattache au Hamas, le lendemain, il n'y est plus avec eux. Attendez, c'est pas crédible. Alors le problème, c'est que le Hamas, pour lui, est un péril politique, voire même sécuritaire, mortel. Le Hamas joue la politique du pire, tente de s'emparer de l'ensemble du contrôle sur l'ensemble des Palestiniens, et d'ailleurs même du peuple palestinien, y compris à l'extérieur des territoires, et par conséquent, il doit systématiquement tenir compte de la vindicte du Hamas, qui le considère comme un faible, voire comme un traître. D'où, je pense, un certain nombre de propos ou de diatribes un petit peu malheureux dans sa bouche, mais globalement, il reste, me semble-t-il, l'interlocuteur privilégié. Mais là, Frédéric Ancel, nous parlons de l'autorité palestinienne, mais allons un peu en Israël. Honnêtement, Benjamin Netanyahou a-t-il envie de voir la création d'un État palestinien? Veut-il la paix? Alors, deux questions en une. Est-ce qu'il en a envie? Non. Est-ce qu'il aura le choix, mais est-ce qu'il aura le choix d'éviter l'avènement de cet État palestinien auquel d'ailleurs lui-même il a appelé, en tout cas dont il a reconnu la nécessité dans son fameux discours à Tel Aviv de 2009, juste après le discours du Caire d'Obama, quelques jours après? Je ne pense pas. À terme, la seule possibilité, c'est la solution des deux États. Maintenant, je pense que oui, il veut la paix. Enfin, en tout cas, rien ne démontre qu'il ne la veut pas. Après, tout est question de modalité. Mais sur quelle base? Alors voilà, sur quelle base? Je pense que Netanyahou, comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs, mais même Ariel Sharon, et depuis Ben Gurion, pardon d'y revenir, mais puisque c'est l'anniversaire de la création d'Israël en 1947, au fond, tous les premiers ministres israéliens, d'une manière ou d'une autre, ont reconnu, et Netanyahou donc aussi en 2009, qu'il devait y avoir un État palestinien aux côtés d'Israël. Donc il n'a pas envie, mais il n'aura pas forcément... Il n'aura pas le choix. Oui, je pense qu'il n'aura pas forcément le choix. L'ensemble des pays arabes souhaitent un retour aux frontières de 67, ce qui a été refusé par Sharon et par les autres, et par Netanyahou. Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, c'était notamment le plan saoudien de 2002. Le plan de paix arabe de mars 2002 à Beyrouth. Bravo, exactement. Bravo, aujourd'hui, mais on n'en est plus là. Regardez dans quel état se trouve, vous savez aussi bien que moi, le monde arabe représenté par la Ligue arabe. Au fond, le monde arabe au sens géopolitique du terme n'existe plus. Et nous avons affaire à une espèce avec Israël, où le conflit israélo-palestinien a l'œil du cyclone. Aujourd'hui, c'est un conflit de basse intensité, de très basse intensité, et au fond, c'est le conflit, voire même le contentieux, appelons-le comme ça, le moins, entre guillemets, important au regard de ce qui se passe dans l'ensemble du monde arabe, qui vit une espèce de guerre civile à grande échelle absolument épouvantable. Une guerre civile à grande échelle, mais dont les Occidentaux en fait les frais. Avec l'expansion du groupe État islamique. Oui, on en fait bien sûr les frais. D'abord, ce sont les populations locales qui en font les frais. Oui, je pense évidemment à la Syrie, à l'Irak, aujourd'hui bien sûr à la Libye, et par extension, oui, c'est vrai, les Occidentaux. Mais de ce point de vue-là, dans ce grand proche Moyen-Orient en ébullition, au fond, là où les minorités, notamment les minorités
chrétiennes, mais sans doute aussi d'ailleurs les minorités arabes, et je pense évidemment aux Palestiniens d'Israël, sont le moins mal lotis, c'est évidemment au sein de l'État hébreu. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou peut faire des concessions vu l'environnement hostile qui existe aujourd'hui autour d'Israël? Alors, sur le plan sécuritaire et stratégique, je ne crois pas. Et les Israéliens disent systématiquement, d'ailleurs pas seulement Netanyahou, beaucoup de travaillistes le disent aussi, en 2000, nous nous retirons du Sud-Liban, nous avons quelques années plus tard la guerre avec le Hezbollah, nous nous retirons de la bande de Gaza, quelques années plus tard, nous avons plusieurs guerres avec le Hamas. Si nous nous retirons d'une partie de la Cisjordanie ou Judée-Samarie, à quelques kilomètres de l'aéroport de Lod, qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, on ne lâchera rien concernant la sécurité. Voilà. Sans doute pas. Alors, du point de vue de Netanyahou, ça c'est sûr, mais au fond, même si les travaillistes étaient arrivés au pouvoir, il est vraisemblable que sur le plan de la sécurité, il n'y aurait pas eu de compromis. Quand vous dites les travaillistes, s'ils étaient arrivés au pouvoir, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir aujourd'hui, puisque Benjamin Netanyahou a demandé 14 jours de plus au président Rivlin, il a du mal à former son gouvernement. Est-ce qu'il peut y avoir est-ce que l'idéal serait une coalition avec les travaillistes, une grande coalition pour peut-être prendre des grandes décisions? Les Israéliens aiment beaucoup cela. Et on voit bien que vous connaissez la configuration politique et de l'État d'Israël et institutionnelle, puisque dans les années 80 et dans les années 90, il y a eu à plusieurs reprises, même en 67 d'ailleurs, une coalition nationale. Les Israéliens adorent ça, mais les rapports de force politiques aujourd'hui sont en faveur d'un gouvernement plutôt de droite, autour du Likoud de Netanyahou, et il est assez vraisemblable que Netanyahou n'ira pas chercher les travaillistes, mais plutôt des partis nationalistes et religieux. Nous étions en train de parler de la sécurité de l'État d'Israël. Là, il y a quelques jours, Poutine a annoncé qu'il acceptait la livraison de missiles à l'Iran. Là aussi, est-ce un danger, est-ce dangereux pour Israël? Je vais peut-être vous étonner, mais je n'en suis pas si certain. D'abord, je ne suis pas certain qu'il ne s'agisse pas d'un effet d'annonce. Poutine est coutumier du fait. Rhétorique poutinienne. Oui, c'est ça. Je rappelle qu'en 2000 et 2001, puis en 2005, puis en 2010, à 3 reprises, il avait déjà en quelque sorte menacé, pas tellement Israël, mais les Occidentaux qui le gênaient sur d'autres questions. Aujourd'hui, c'est évidemment l'affaire ukrainienne, de livrer ces batteries missiles dont il faut rappeler que ce sont aujourd'hui les meilleurs missiles antiaériens au monde. Les S-300. Les S-300. Mais donc, danger? Alors, danger, oui et non. S'il devait y avoir accroissement ou aggravation plutôt de la crise iranienne, autrement dit, si les Iraniens roulaient une nouvelle fois dans la farine, pardonnez-moi l'expression, les 5+1, la communauté internationale. Ils les roulent dans la farine. Alors, en tout cas, on verra bien en juin ce qui se passera, mais si effectivement ils ne tiennent pas l'accord qui est en train d'être conclu, oui, et s'ils vont tout de même à la bombe, alors les Américains et les Israéliens pourraient un jour, en dernier ressort, être contraints de choisir l'option militaire aérienne. Et là, les S-300 seraient dangereux. Oui, mais l'enjeu économique n'est-il pas plus grand que la sécurité? Mais si, mais c'est pour ça que je suis assez optimiste et que je considère que les Iraniens, en tout cas aujourd'hui, les Iraniens, au regard, mais peut-être suis-je trop optimiste, des sanctions dures, votées d'ailleurs par Poutine depuis 2006, de façon systématique avec nous autres Occidentaux, ainsi que d'ailleurs les Chinois. Bon. Au regard de ces sanctions économiques extrêmement dures qui ont affaibli considérablement l'économie iranienne, je crois pouvoir être suffisamment, je ne sais pas, pragmatique ou optimiste et considérer que l'Iran risque de respecter cet accord. Pourquoi? Parce qu'on lui propose par ailleurs tout de même de devenir le co-gendarme de la région. Ce qui est d'ailleurs à certains égards peut-être problématique. Hein. Et oui, je vois que vous faites la moue. Obama risque de proposer beaucoup à l'Iran, mais en conventionnel. Or, si c'est du conventionnel, par définition, ce n'est plus réellement dangereux pour Israël. En tout cas, c'est les moins que nous. Alors, effet de com ou provocation? Une question, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne, vient de déclarer « Nous n'autoriserons pas la visite de nos sites militaires nucléaires dans le cadre d'un accord. » Les contrôleurs de l'AIEA, les contrôleurs de l'AIEA. Est-ce que ça veut dire qu'on peut accepter cela, nous, occidentaux? La réponse est non. Très clairement, non. Dans l'accord technique, d'abord l'accord qui a déjà été finalisé et qui doit définitivement l'être sur le plan réellement technique, ce n'est en aucun cas envisageable. Les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, doivent impérativement pouvoir inspecter tout ce qu'ils veulent et quand ils le veulent. De deux choses l'une. Soit, encore une fois, c'est un effet d'annonce. Oui, mais à usage interne vis-à-vis des passes d'Aran. Mais la parole du guide suprême, elle est importante, elle est forte. Elle est influençable. C'est la parole du guide suprême, normalement. Eh bien oui, parce qu'en matière d'affaires étrangères et de défense, les prérogatives principales reviennent effectivement au guide suprême qui est aujourd'hui Ali Khamenei. Donc, c'est une déclaration qui est extrêmement mauvaise
est-ce qu'elle sera suivie des faits? Il faut attendre le 30 juin au soir, le 30 juin à minuit. au jour, 29 juin à minuit. 29 juin à minuit exactement, plus exactement. C'est ça, des raisons pour savoir si oui ou non c'était de la rhétorique ou si c'est signé sur le papier. Pardon, et j'ajoute qu'ensuite, il faudra, sur le terrain, vérifier au quotidien que les Iraniens respectent cet accord. J'ai envie de dire good luck. Mais est-ce possible? C'est possible. Mais avec qui? Quels moyens? Comment? C'est possible. Non, ça, les moyens de l'AIEA, dont dispose l'AIEA, ils sont très importants. Dans ça, et ils pourront aller sur le terrain, ils pourront, si on les laisse quotidiennement. Parce que jusqu'à présent, on les en a empêchés. On les en a empêchés. D'où la nécessité pour les 5+1, et ils l'ont fait depuis 2006, d'exercer des pressions très dures et authentiquement réussies. Écoutez, inversion de postulat. Si les pressions, si les sanctions économiques et technologiques des Russes, des Chinois, des Anglais, des Américains, des Français, des Allemands, depuis 2006, depuis 9 ans, n'avaient pas été aussi sérieuses. Est-ce que vous croyez vraiment que ce même Ali Khamenei aurait accepté malgré tout de passer un accord qui le respecte ou pas? On verra bien, de discuter et de passer tout de même un accord qui, s'il le respecte, le contraint à ne pas devenir une puissance nucléaire. Vous voyez, donc inversion de postulat, c'est grâce à notre détermination occidentale, mais je le répète également russe, chinoise et puis bien sûr israélienne, Israël ayant joué son rôle d'aiguillon sur la communauté internationale et à juste titre et de façon légitime, que l'Iran a accepté de signer un accord. Les Russes et les Chinois, je vous le rappelle, quand même, ne jouent pas le jeu. Regardez, les Russes et les Iraniens font du bartering, c'est-à-dire quel est le terme en français, le bartering, du troc. C'est-à-dire que les Iraniens donnent du pétrole aux Russes en même temps, et ils reçoivent du blé et des armes de la Russie. Les Chinois donnent à l'Iran des missiles de 1500 à 2000 km de portée en échange du pétrole. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur les Russes et les Chinois? Est-ce qu'ils ne jouent pas un jeu qui est quand même contraire au jeu occidental? Alors, on peut compter aux 3/4 sur eux. Et le quart, vous venez de le résumer parfaitement. C'est-à-dire que les Russes et les Chinois ne veulent pas, autant que nous d'ailleurs, ils ne veulent pas d'une bombe iranienne. Pas seulement d'une bombe iranienne, ils ne veulent pas que le traité de non-prolifération de 1968, qui a été respecté à ce jour par tous les États du monde, soit transgressé, parce que ce serait une première. Et là, l'architecture nucléaire mondiale s'effondre totalement. Et c'est ça le verrou fondamental aujourd'hui représenté par la question iranienne. Frédéric Hansen, cette semaine, l'actualité, c'est aussi ces migrants, ces naufragés qui meurent par milliers depuis le début de l'année. On a l'impression que l'Europe est totalement impuissante face à cette tragédie. Déjà, elle n'est pas solidaire. Je veux dire, d'elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique européenne n'existe pratiquement nulle part dans le monde. J'exagère un tout petit peu. En Afrique subsaharienne, de temps à autre, ça existe un petit peu. En Ukraine aussi. Mais là, ça n'existe pas. On laisse les Italiens, pour être très concret. C'est l'Europe du Sud et les Italiens en particulier qui vont au créneau, et l'Europe du Nord. Exactement. Ça ne les concerne pas. Au créneau, au sens presque physique du terme. C'est-à-dire que là, la forteresse, elle est aujourd'hui, c'est effectivement c'est la tour italienne qui se trouve devant cette question et ce problème. Donc il y a un manque de solidarité évident. Premier point. Deuxième point, il y a deux volets. L'humanitaire, et les Européens ne peuvent décemment pas laisser des gens mourir en pleine mer à quelques encablures de nos côtes. Une fausse commune, la Méditerranée. Oui, c'est un très joli terme, une fausse commune, exactement. Mais le deuxième volet est le suivant. Si il y a appel d'air, autrement dit, si aujourd'hui les Européens disent on accepte absolument tout le monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui va se passer, mais il risque d'y avoir donc cet appel d'air avec non pas des milliers ou des dizaines de milliers, mais des millions de gens qui vont, pour des raisons soit sociales et économiques, soit sécuritaires, oui, il y en a plein qui essayent de fuir Daesh, là. Vers l'Europe. Non seulement Daesh, effectivement, mais la guerre civile en Libye et dans d'autres pays. Et là, vous avez non seulement sur le plan économique et social une vraie problématique, puisque comme vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, la situation n'est pas très très bonne, notamment sur le plan du chômage. Donc ça va faire peur, on ne saura pas quoi faire de ces gens-là. Et puis la montée des populismes. Alors ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas traiter le problème, mais si on le traite mal, eh bien les populismes et les nationalismes et la xénophobie et les partis xénophobes en Europe vont prendre le pouvoir dans les prochaines années. Dans le cadre du supposé sommet extraordinaire de Bruxelles, 28 chefs d'État. 28 chefs d'État, est-ce qu'on peut imaginer que les 28 acceptent de se répartir un quota de ces migrants? On en parle, mais... Mais ça va être très difficile, parce que les Lituaniens, les Lettons, les Estoniens, les Polonais, les Hongrois, les Roumains, les Bulgares, pardon, j'en oublie quelques-uns, les Tchèques, les Slovaques, se fichent complètement de ces questions-là. Non pas sur le plan humanitaire, je ne dis pas que ce ne sont pas des humanistes, mais ils pointent du doigt de leurs propres problèmes. D'abord, qui sont très importants, mais ils pointent du doigt les Britanniques, les Français et accessoirement les Italiens, en nous disant, écoutez, vous êtes gentils, enfin c'était vos colonies. Donc aujourd'hui, vous savez, quand on fréquente un peu les cénacles diplomatiques, très rapidement, on entend ce type de discours. Donc
la solidarité, ne serait-ce que de ce point de vue-là, elle est compliquée. Et elle va être également compliquée parce que les pays de l'Est, aujourd'hui, sont surtout préoccupés par la question russe et ukrainienne. Est-ce qu'on ne paye pas, finalement, quand on regarde l'évolution de la situation et ce qui se passe en Libye, où c'est le chaos, le prix de nos erreurs stratégiques commises dans le passé? Et je pense à M. Sarkozy, à M. Cameron, à M. Obama et à M. Bernard-Henri Lévy sur Kadhafi. Il est bien clair que lorsqu'il y avait la dictature de Kadhafi au pouvoir en Libye, ce genre de choses ne se passait pas et ne pouvait pas se produire. Cela dit, depuis une bonne trentaine d'années, nous avons des migrants, alors pas seulement sur le plan sécuritaire, mais sur le plan social et économique, qui fuient le continent africain et notamment l'Afrique subsaharienne et qui de toute façon, Libye ou pas Libye, tentent de passer et tentent de rejoindre ce faux Eldorado qu'est l'Union européenne. Merci Frédéric Ancel, merci d'avoir été notre invité cette semaine. Merci Christian Mallard. Je rappelle donc Frédéric que vous êtes docteur en géopolitique, professeur à la Paris Business School et à Sciences Po. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.